Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode, alors hors série numéro 2 on va dire, et cette fois-ci j'ai décidé de m'attaquer à la franchise, la saga des Fast and Furious. Tout simplement parce que j'ai pris le temps, on va dire j'ai perdu le temps peut-être, en regardant donc cette saga de films, et je tenais quand même à en parler parce que malgré tout c'est quand même une franchise qui a effectivement fait énormément parler d'elle, de par ses scores au box-office, et puis de par ses castings à rallonge au fur et à mesure des épisodes. Je pense que voilà, il fallait un petit peu revenir sur ça, parce que effectivement moi, à la base, c'est pas du tout ma came, Fast and Furious, je tiens à le redire, parce que voilà, moi j'avais un peu l'image d'Épinal que c'était une série de films très beauf, très voilà, tout ce qui ne me plaît pas, le côté clipesque, R&B, rap, avec des meufs qui se trémoussent, des bagnoles qui sont tunées et qui font des courses de bagnoles clandestines, des gros bras, des regards un peu vides, de l'acting vraiment qui est, on va dire, inexistant. J'avais un petit peu tous ces clichés-là, et finalement j'avais raison, parce que c'est un peu ça quand même, Fast and Furious. Ce n'est pas que ça, effectivement, mais c'est quand même un peu ça. Donc il y a quand même un petit peu un côté risible par rapport à ça, parce qu'on sait pas trop... Enfin, si tu le prends au premier degré, effectivement, c'est vraiment pourri. Par contre, si tu le prends au deuxième degré, tu en ris, et puis il y a quand même des trucs assez rigolos, les manières dont c'est amené. Je vais essayer de développer un petit peu. Donc je tenais absolument à en parler. Je vais pas m'arrêter à chaque film. Je m'arrêterai peut-être plus sur le 5, qui, je pense, est celui qui vaut le plus le détour. Mais du coup, déjà, repréciser un petit peu les choses. Le premier Fast and Furious est sorti en 2001. C'était un film de Rob Cohen, qui est certainement pas le meilleur réalisateur du monde, parce que faut quand même rappeler que Rob Cohen, c'est le gars qui a fait Cœur de Dragon, Daylight, The Skulls, Triple X, Furtif. Et là, du coup, donc il lançait un petit peu cette histoire-là, qui est, somme toute, on va dire, en termes de scénario, qui est une pâle copie, en fait, de Point Break, de Catherine Bigelow, parce que ça reste un flic qui s'infiltre dans un milieu, qui est là le milieu, en fait, des courses automobiles clandestines, pour remonter et défier, et puis surtout arrêter un gang, en fait, de braqueurs. Donc exactement la même chose que Point Break. Bon, après, effectivement, on a toujours les poncifs, enfin, quasiment les ficelles et les coutures de ce scénario-là, puisqu'il va devenir ami avec... donc le personnage, c'est le personnage de Paul Walker, donc le personnage qui se prénomme Brian O'Connor, qui donc est le flic infiltré et qui va se retrouver face à Dominic Toretto, qui est donc interprété par Vin Diesel. Et effectivement, ils vont devenir amis, nanana. Voilà, c'est très très attendu. C'est une réalisation qui est absolument horrible, faut le dire. Il y a des scènes, en fait, toutes les scènes de bagnole où ils utilisent leur turbo, donc un truc qu'on retrouvera quasiment dans tous les Fast and Furious. Toutes ces scènes-là sont dégueulasses, filmées en 3D, machin, c'est à vomir. Les incrustes sont moches. T'as des plans, en fait, qui rentrent dans les tuyaux au moment où ils appuient sur l'espèce de turbo. T'as une caméra, en fait, qui rentre dans les tuyaux pour aller jusqu'au booster. C'est immense, c'est que des idées de merde. Voilà, donc c'est très moche. Et puis, bon, voilà, on a ce Vin Diesel monolithique avec comme j'en parlais dans le podcast précédent, avec son regard bovin, et puis qui prend la pose, qui n'a aucune autre expression, qui a la même expression pour tout ce qu'il joue. C'est vraiment assez risible, on va dire, et c'est quand même assez pourri. Par la suite, ça va pas trop bouger, bon, même si, le deuxième Fast and Furious... Voilà, on a un nouveau personnage, mais on retrouve encore cette histoire d'infiltration, de course de bagnole, etc. Donc c'est quasiment la même chose. Cette fois-ci, c'était réalisé par John Singleton, qui est quand même un meilleur réalisateur. Mais qui, là, pour ce film-là, on va pas dire qu'il fait mieux. Après, on a eu le Fast and Furious Tokyo Drift, que moi, je vais pas m'étendre dessus parce que je l'avais vu au cinéma, donc je l'ai pas revu. Mais dans mes souvenirs, c'était juste... une autre histoire avec d'autres personnages à Tokyo, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, et qui était juste
pourris aussi. Donc c'est pas des films vraiment très recommandables. Et ça commençait un peu à évoluer avec le Fast and Furious 4, qui était pour le coup réalisé par Justin Lin, et c'est quasiment lui en fait qui va tenir la franchise des Fast and Furious. Donc le Fast and Furious 4, on entrait dans autre chose, on entrait dans une sorte de team en fait qui s'assemble pour faire face à un super méchant. Et ça, c'est la recette en fait qui va être utilisée pour tous les autres Fast and Furious. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est à ce moment-là qu'on est passé dans quelque chose de plus actionneur, plus bourrin. On est moins en fait, même s'il y a toujours évidemment des courses de bagnole, mais on est plus dans quelque chose de, comment dire, dans des scènes d'action avec des flingues, avec des morts, ce qu'on avait beaucoup moins en fait dans les épisodes précédents. Là, on rentre dans cette logique-là. Donc, ça évolue, Fast and Furious évolue, et surtout va trouver en fait, j'ai envie de dire son climax, son apogée, avec Fast and Furious 5, qui alors pour le coup, est vraiment très fun. Et c'est assez drôle parce que, voilà, moi j'ai toujours entendu du bien de Fast and Furious 5, et je me disais, ouais, mais s'il faut se faire les 4 avant pour arriver au 5e, ça me donne pas spécialement envie. Et pourtant, vraiment, j'ai été agréablement surpris parce que c'est jubilatoire, parce qu'on sent que ça se défoule, que c'est ultra bourrin, que là pour le coup, niveau violence, t'as des gunfights et tout, t'as des morts, t'as des explosions partout, des courses-poursuites de bagnoles avec des tanks, des trucs. Et pour le coup, ça fonctionne, mais on est toujours encore une fois dans cette logique de team qui s'assemble pour faire face à un super méchant, une espèce de baron de la drogue. Ils sont poursuivis aussi par des flics, par le chef, l'officier en fait qui les recherche, qui est donc incarné par The Rock. Et là, clairement, en fait, donc c'est la première apparition de The Rock dans la franchise. Et vraiment, The Rock, il est génial. Il est vraiment, vraiment génial. Il est badass, il est bourrin. En tant qu'acteur, il est hyper bon. Et puis même, son corps parle pour lui. C'est-à-dire que c'est pas seulement que des gros bras, c'est aussi un énorme charisme, c'est un capital sympathie. Et puis son rôle, de Hobbs dedans, il est vraiment stylé, quoi. Donc c'est vraiment un cocktail qui fonctionne sur cet épisode, sur ce Fast and Furious 5, qui est donc réalisé toujours par Justin Lin, et qui pour moi en fait fait un petit peu date et on va dire est le meilleur opus de la saga. Moi je lui avais mis 7 quand même sur 10, parce que pour le coup ça reste vraiment sympa. Et après, ça se casse un petit peu plus la gueule avec les 6 et 7, les 8. Bon, je vais pas revenir sur le 8, j'ai fait un podcast dessus. Mais par exemple le 7, où clairement, là il y a eu un problème avec la mort tragique de Paul Walker, sachant que le tournage avait bien débuté et que il y avait eu des scènes de cascade déjà avec le personnage, et que ça a dû être tout réécrit, et que ils ont sacrifié donc le personnage de Brian O'Connor, qui en plus doit partir à la fin du film pour ne pas pouvoir revenir. Forcément, l'acteur n'était plus là. En plus, ils ont utilisé des doublures, ces deux frangins, donc tu le remarques, tu vois que le personnage, il est quasiment... Il y a un moment, en fait, à partir de la moitié du film, il n'est plus là, il parle plus, donc ça crée tout de suite quelque chose où tu sens en fait que c'est rafistolé et que ça fonctionne pas, quoi. Bon, je vais pas dire que c'est des chefs-d'œuvre, ces films-là, bien au contraire. Et puis, comme je disais, il y a vraiment un aspect risible, il y a quand même un aspect très très beauf, très très bas du front. Tu suis l'intrigue, il y a des thématiques de la famille, ce côté rassemblé, etc., cher aux réalisateurs, aux auteurs. Mais tu rigoles plus que tu n'es ému. De toute façon, ça ne véhicule aucune émotion, ces films-là. C'est juste, en fait, des films avec des grosses bagnoles qui se font des courses-poursuites sur des routes. Plus ça va, en plus, dans les films suivants, à partir du 5, plus on est dans la surenchère, dans des moyens colossaux, des budgets aussi monumentaux. Faut le rappeler quand même, le premier Fast and Furious, c'était un budget de 38 millions de dollars. Et quand tu vois le Fast and Furious 8, c'est 250 millions de dollars. Donc il y a quand même un écart de malade. Et puis effectivement, il faut revenir aussi sur le casting, donc sur ces batteries d'acteurs, en fait, ces équipes qui n'en finissent plus, ces grosses stars qui se rajoutent. Je parle par exemple de Charlize Theron à partir du Fast and Furious 8, mais même donc avant, avec The Rock, Jason Statham, Kurt Russell, etc. Donc il y a vraiment en fait quelque chose qui a explosé
Vraiment, en termes financiers, en termes d'approche, en termes de budget, en termes de scènes d'action, en termes d'histoire, etc. Mais tout ça, quand même, ça reste assez risible. Et on va dire que c'est vraiment pas quelque chose qui restera dans les annales. Malgré tout, comme je le disais, il y a quand même des choses à sauver, il y a des choses fun, il y a des courses-poursuites. Hein. Si vous aimez les grosses courses-poursuites de bagnole, bah voilà, vous pouvez vous les faire. Hein. C'est quand même assez fun à ce niveau-là. Je recommande surtout donc, le Fast and Furious 5, qui, pour le coup, dénote un petit peu avec tout le reste. Et on sent qu'il y a eu plus d'applications sur ce film-là. Que ce soit même au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, quand même, elle est plus propre. Il y a des cadres un petit peu plus intéressants. Même les lumières sont un petit peu travaillées. On sent qu'il y a quand même un peu plus d'application que ce qui va arriver par la suite, où tu as l'impression que c'est juste un scénario ultra attendu, sans véritablement de rebondissement, où tu t'y attends pas. Franchement, tu devines tout le truc. Et puis, on a toujours cette logique de franchise avec des personnages qui meurent, puis qui reviennent. On ne sait pas comment c'est possible, etc., etc. Donc, ça devient vraiment lourd, en fait. Et un petit peu dans une logique un petit peu à la Marvel. Comme je disais, de la surenchère. Et effectivement, moi, c'est pas vraiment des choses cinématographiquement qui me touchent. Même si, comme je le disais encore, il y a des choses à sauver. Voilà donc pour ce hors-série spécial Fast and Furious. Je vous dis donc à très vite pour un autre épisode de Un jour un film. Et pour ceux qui suivent la chaîne, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont arriver très bientôt. Allez, au revoir!